À quoi je répondrai que je l'ai fait par politesse, et ensuite par ruse, afin qu'on soit prévenu. Au reste, je suis bien aise que mon roman se partage de lui-même en deux écrits, tout en conservant son unité intégrale. Après avoir pris connaissance du premier, le lecteur verra lui-même s'il vaut la peine d'aborder le second. Sans doute chacun est libre. On peut fermer le livre dès les premières pages du premier récit pour ne plus le rouvrir. Mais il y a des lecteurs délicats qui veulent aller jusqu'au bout pour ne pas faillir à l'impartialité. Tels sont par exemple tous les critiques russes. On se sent le cœur plus léger vis-à-vis d'eux. Malgré leur conscience méthodique, je leur fournis un argument des plus fondés pour abandonner le récit au premier épisode du roman. Voilà ma préface finie. Je conviens qu'elle est superflue, mais puisqu'elle est écrite, gardons-la. Et maintenant, commençons. L'auteur. Première partie. Livre premier. Histoire d'une famille. Chapitre 1. Fyodor Pavlovitch Karamazov. Alexeï Fyodorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire foncier de notre district, Fyodor Pavlovitch, dont la mort tragique, survenue il y a 13 ans, fit beaucoup de bruit en son temps et n'est point encore oubliée. J'en parlerai plus loin et me bornerai pour l'instant à dire quelques mots de ce propriétaire, comme on l'appelait, bien qu'il n'eût presque jamais habité sa propriété. Fyodor Pavlovitch était un de ces individus corrompus en même temps qu'ineptes, type étrange mais assez fréquent, qui s'entendent uniquement à soigner leurs intérêts. Ce petit hobereau débuta avec presque rien et s'acquit promptement la réputation de pique-assiette. Mais à sa mort, il possédait quelques 100 000 roubles d'argent liquide. Cela ne l'empêcha pas d'être, sa vie durant, un des pires extravagants de notre district. Je dis extravagant et non point imbécile. Car les gens de cette sorte sont pour la plupart intelligents et rusés. Il s'agit là d'une ineptie spécifique, nationale. Il fut marié 2 fois et eut 3 fils. L'aîné, Dmitri, du premier lit, et les 2 autres, Ivan et Alexeï, du second. Sa première femme appartenait à une famille noble, les Mioussov, propriétaires assez riches du même district. Comment une jeune fille bien dotée, jolie, de plus vive, éveillée, spirituelle, telle qu'on en trouve beaucoup parmi nos contemporaines, avait-elle pu épouser pareil écervelé, comme on appelait ce triste personnage? Je crois inutile de l'expliquer trop longuement. J'ai connu une jeune personne de l'avant-dernière génération romantique qui, après plusieurs années d'un amour mystérieux pour un monsieur qu'elle pouvait épouser en tout repos, finit par se forger des obstacles insurmontables à cette union. Par une nuit d'orage, elle se précipita du haut d'une falaise dans une rivière rapide et profonde et périt, victime de son imagination, uniquement pour ressembler à l'Ophélie de Shakespeare. Si cette falaise, qu'elle affectionnait particulièrement, eût été moins pittoresque ou remplacée par une rive plate et prosaïque, elle ne se serait sans doute point suicidée. Le fait est authentique, et je crois que les 2 ou 3 dernières générations russes ont connu bien des cas analogues. Pareillement, la décision que prit Adélaïde Mioussov fut sans doute l'écho d'influences étrangères, l'exaspération d'une âme captive. Elle voulait peut-être affirmer son indépendance, protester contre les conventions sociales, contre le despotisme de sa famille. Son imagination complaisante lui dépeignit, pour un court moment, Fyodor Pavlovitch, malgré sa réputation de pique-assiette, comme un des personnages les plus hardis et les plus malicieux de cette époque, en voie d'amélioration. Alors qu'il était, en tout et pour tout, un méchant bouffon. Le piquant de l'aventure fut un enlèvement qui ravit Adélaïde Ivanovna. La situation de Fyodor Pavlovitch le disposait alors à de semblables coups de main. Brûlant de faire son chemin à tout prix, il trouva fort plaisant de s'insinuer dans une honnête famille et d'empocher une jolie dot. Quant à l'amour,
il n'en était question ni d'un côté ni de l'autre, malgré la beauté de la jeune fille. Cet épisode fut probablement unique dans la vie de Fiodor Pavlovitch, toujours grand amateur du beau sexe, toujours prêt à s'accrocher à n'importe quelle jupe, pourvu qu'elle lui plût. Cette femme, en effet, n'exerça sur lui aucun attrait sensuel. Adélaïde Ivanovna eut au fait de constater qu'elle n'éprouvait que du mépris pour son mari. Dans ces conditions, les suites du mariage ne se firent pas attendre. Bien que la famille eût assez vite pris son parti de l'événement et remis sa dot à la fugitive, une existence désordonnée et des scènes continuelles commencèrent. On rapporte que la jeune femme se montra beaucoup plus noble et plus digne que Fiodor Pavlovitch, qui lui escamota dès l'abord, comme on l'apprit plus tard, tout son capital liquide, 25 000 roubles, dont elle n'entendit plus jamais parler. Pendant longtemps, il mit tout en œuvre pour que sa femme lui transmît par un acte en bonne et due forme un petit village et une assez belle maison de ville qui faisaient partie de sa dot. Il y serait certainement parvenu, tant ses extorsions et ses demandes effrontées inspiraient de dégoût à la malheureuse que la lassitude eût poussé à dire oui. Par bonheur, la famille intervint et réfréna la rapacité du mari. Il est notoire que les époux en venaient fréquemment au cou, et on prétend que ce n'est pas Fiodor Pavlovitch qui les donnait, mais bien Adélaïde Ivanovna, femme emportée, hardie, brune irascible, douée d'une étonnante vigueur. Elle finit par s'enfuir avec un séminariste qui crevait de misère, laissant sur les bras à son mari un enfant de 3 ans, Mitya. Le mari s'empressa d'installer un harem dans sa maison et d'organiser des saouleries. Entre-temps, il parcourait la province, se lamentant à tout venant de la désertion d'Adélaïde Ivanovna, avec des détails choquants sur sa vie conjugale. On aurait dit qu'il prenait plaisir à jouer devant tout le monde le rôle ridicule de mari trompé, à dépeindre son infortune en chargeant les couleurs. On croirait que vous êtes monté en grade, Fiodor Pavlovitch, tant vous paraissez content, malgré votre affliction, lui disaient les railleurs. Beaucoup ajoutaient qu'il était heureux de se montrer dans sa nouvelle attitude de bouffon, et qu'à dessein, pour faire rire davantage, il feignait de ne pas remarquer sa situation comique. Qui sait? D'ailleurs, peut-être était-ce de sa part naïveté. Enfin, il réussit à découvrir les traces de la fugitive. La malheureuse se trouvait à Pétersbourg, où elle avait achevé de s'émanciper. Fiodor Pavlovitch commença à s'agiter et se prépara à partir. Dans quel dessein, lui-même n'en savait rien. Peut-être eût-il vraiment fait le voyage de Pétersbourg, mais cette décision prise, il estima avoir le droit, pour se donner du cœur, de se saouler dans toutes les règles. Sur ces entrefaites, la famille de sa femme apprit que la malheureuse était morte subitement dans un taudis de la fièvre typhoïde, disent les uns, de faim, prétendent les autres. Fiodor Pavlovitch était ivre lorsqu'on lui annonça la mort de sa femme. On raconte qu'il courut dans la rue et se mit à crier dans sa joie les bras au ciel « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton serviteur ». D'autres prétendent qu'il sanglotait comme un enfant, au point qu'il faisait peine à voir, malgré le dégoût qu'il inspirait. Il se peut fort bien que l'une et l'autre version soient vraies, c'est-à-dire qu'il se réjouit de sa libération tout en pleurant sa libératrice. Bien souvent, les gens, même méchants, sont plus naïfs, plus simples que nous ne le pensons. Nous aussi, d'ailleurs. Chapitre 2. Karamazov se débarrasse de son premier fils. On peut se figurer quel père et quel éducateur pouvait être un tel homme. Comme il était à prévoir, il délaissa complètement l'enfant qu'il avait eu d'Adélaïde Ivanovna, non par animosité ou par rancune conjugale, mais simplement parce qu'il l'avait tout à fait oublié. Tandis qu'il excédait tout le monde par ses larmes et ses plaintes et faisait de sa maison un mauvais lieu, le petit Mitya fut recueilli par Grigori, un fidèle serviteur. Si celui-ci n'en avait pas pris soin, l'enfant n'aurait peut-être eu personne pour le changer de linge. De plus, sa famille maternelle parut l'oublier. Son grand-père était mort, sa grand-mère établie à Moscou, trop souffrante, ses tantes s'étaient mariées, de sorte que Mitya,
dut passer presque une année dans le pavillon où habitait